cette question. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le point précédent, en 30 secondes. Bien sûr, la Chine, l'URSS, Cuba ont coopéré avec les PALOPS, pays africains de langue officielle portugaise. N'oublions pas que ces pays ont refusé de se dire pays lusophones, pays d'Afrique lusophone ou pays d'expression portugaise, parce qu'on peut parfaitement utiliser le portugais comme langue officielle. Cela ne signifie pas que votre expression soit portugaise. Donc ils ont au départ, ils ont été très fermes et ils ont préféré l'acronyme à minima juste de pays africains de langue officielle portugaise. La Corée du Nord, c'était surtout, si vous allez à Maputo, toutes les statues, vous voyez les grands dirigeants qui sont comme ça, etc. Voilà, toutes les statues, c'est la Corée du Nord. Bon, c'est en gros la coopération qu'ils ont fait, ils ont fait beaucoup d'autres choses. Mais n'oublions pas que d'autres pays aussi ont coopéré avec ces pays-là. Je pense notamment à l'Italie. Il y avait eu un très fort mouvement de catholiques progressistes de soutien au Frélimo, la Hollande et les pays scandinaves, hein, notamment la Suède, et puis des mouvements très forts en Allemagne, hein, la Herbert-Stiftung, la fondation Ebert, hein, de la social-démocratie allemande, soutenue très fortement, etc. Moi, je dis toujours, excusez-moi, monsieur le consul, mais ce sont les Africains qui ont libéré le Portugal. Parce qu'on dit toujours, la révolution des œillets, c'est une révolution, certes, mais elle a été pacifique. Ouais, elle a été pacifique après 14 ans de guerre. Et n'oublions pas, je veux dire, l'institution militaire portugaise s'est dissociée du régime fasciste très tardivement. Une petite partie a essayé de le faire, et c'est en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure, Raphaël, le refroidissement des liens entre le régime portugais et les États-Unis, c'est la tentative de coup d'État du général Botelho Muniz en avril 1961. Voilà. Et là, la PIDE, la police politique portugaise, a rompu les liens avec les CIA, parce que cette tentative de coup d'État avait été soutenue par les États-Unis. Bon, les États-Unis étaient sûrs que ça allait marcher du premier coup, et ça n'a pas marché du tout. Bon, mais pour répondre à la question de monsieur le consul, oui, alors, en Angola, comme j'ai déjà dit, ça a tout de suite dégénéré en guerre civile. Ce qui fait qu'on ne peut même pas trop savoir quelle aurait été la politique du régime du MPLA, parce que très rapidement, il n'a tenu que les villes. Et il y a eu des choses un peu étonnantes, parce que par exemple, les puits de pétrole, les puits de pétrole de Soyo au nord du pays, étaient protégés contre les attaques des puits de pétrole, donc de la Tex Oil et des compagnies américaines, hein, qui continuaient à extraire le pétrole en Angola, étaient protégés contre les attaques de l'UNITA par les soldats cubains. Ouais, il y a eu des choses un petit peu bizarres. Bon. Mais on ne peut pas dire que le MPLA a eu une politique, donc je parle là des années 75, à la guerre civile durant l'Angola jusqu'en 2002. Hein. On ne peut pas dire que le MPLA a pu mettre en vigueur son projet politique. Ce qui n'a pas été le cas du Frélimo et du MPLA. Le Frélimo, même si la guerre civile éclate dès 1976-77, il a quand même pendant de nombreuses années contrôlé une bonne partie du territoire. Et donc il a mis en place une politique, pour faire rapide, excusez-moi, que j'appellerais de modernisation autoritaire. La politique du Frélimo a été évidemment anticoloniale, mais elle était en large partie également anti-société africaine. Pour le Frélimo, tous ces Africains-là, c'est le féodalisme, c'est l'obscurantisme, c'est le tribalisme, c'est le régionalisme, c'est le divisionnisme. Abaixo. En portugais, c'est aba. Voilà. Et cela, naturellement, alors que commençaient des affrontements, par exemple, la paysannerie, vous savez, en Afrique, très souvent, la paysannerie, ça dépend des sociétés, naturellement, mais c'était le cas au Mozambique, la paysannerie vit en habitat dispersé. Et avec des lignages, des clans, là, derrière ce grand arbre, on sait qu'il y a les esprits des ancêtres. Donc on veut être près des esprits des ancêtres. Le Frélimo décide, vous allez tous habiter dans un village communal, ou un village communautaire, avec des rues perpendiculaires dessinées par des copains bulgares. Et vous allez abandonner les terres. Alors, le résultat, au bout de 3 ou 4 ans, une bonne partie de la paysannerie est passée du côté d'une rébellion qui pourtant a été soutenue par le régime de l'apartheid. Sauf que l'apartheid, pour les paysans mozambicains, c'est loin. Alors que le Frélimo qui veut leur faire quitter leur bonne terre et leur habitat dispersé, c'est proche. Et donc ça a tout de suite posé des problèmes. Le cas de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, c'est vraiment un cas assez extraordinaire. D'abord, c'est un cas unique au monde, parce que le même parti était au pouvoir dans 2 pays. Hein, donc jusqu'en 1900, au côté de Vieras, 79 ou 80 80. Je crois que c'est 80, je crois. Donc le même parti au pouvoir, parce que quand le PIGC était donc pour l'unité du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau,
Mais il a bien compris que ça ne pouvait pas se faire tout de suite, donc il pensait que ça se ferait petit à petit. En fait, ça s'est fait de moins en moins. Et le même parti, avec la même orientation, avec des dirigeants qui s'étaient connus, etc., a eu une politique complètement différente. On peut dire qu'au Cap-Vert, donc une île, un archipel, qui n'avait pas de société africaine quand les Portugais sont arrivés. Ce sont les Portugais qui ont entièrement fabriqué la société coloniale avec l'importation d'esclaves. Ils n'ont pas envahi une société africaine qui aurait pu subsister. Alors qu'en Guinée-Bissau, on est en Afrique continentale, les Portugais sont là aussi, mais là ils envahissent une société africaine qui certes va être humiliée, exploitée, mais qui survit en tant que société africaine avec ses propres structures. Eh bien, en Guinée, dans l'archipel des Cap-Verts, le PIGC sera un régime de parti unique, certes, mais quasiment pas de fusillade, très peu de torture, de fait la tolérance envers un journal de l'opposition qui était le journal de l'Église catholique. Donc je dirais une dictature de parti unique modérée et bon gestionnaire de l'argent de la communauté internationale, parce que le Cap-Vert, per capita, a été le pays le plus aidé par la communauté internationale. En Guinée-Bissau, le même parti, très rapidement, fait des fusillades, organise des exécutions publiques des chefs traditionnels, massacre les commandos. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi pour voir la différence de politique entre les trois pays. Les commandos, c'était un peu les harkis de la guerre d'Algérie, les commandos africains de l'armée coloniale. Il y a eu trois attitudes complètement différentes. En Guinée-Bissau, donc des traîtres du point de vue de la lutte anticoloniale, bien sûr, hein, des traîtres, mais comme la France, le Portugal ne les a pas rapatriés à toute vitesse, parce que même si c'était le Portugal révolutionnaire, ok, mais c'était quand même l'État portugais, et l'État portugais avait recruté ces gens-là, ils auraient dû les assumer. En Guinée-Bissau, une bonne partie ont été massacrés par le PIGC. Au Mozambique, ils n'ont pas été massacrés, ils ont été ostracisés. C'est-à-dire que devant la porte de leur maison, on a mis ici vit un ancien parachutiste colonial, etc. Donc ils étaient ostracisés, mais ils n'ont pas été tués. Et en Angola, ils ont carrément été recrutés par le MPLA. Ce sont les anciens commandos africains coloniaux de l'armée portugaise qui sont les premiers à affronter les Sud-Africains qui montent vers le Rwanda après la proclamation de l'indépendance le 11 novembre. Vous voyez, trois attitudes complètement différentes. Mais rapidement, ça se... Donc, les causes sont différentes. Si on prend par exemple 1988, vous êtes en pleine période de guerre civile en Angola, vous êtes en pleine période de guerre civile au Mozambique, mais ce n'est pas exactement les mêmes raisons. Au Mozambique, c'est vraiment largement pour des raisons internes qu'une bonne partie de la paysannerie passe du côté de la rébellion. Alors qu'en Angola, on est carrément dans des guerres froides, etc. Avec l'UNITA, soutenue pour laquelle le discours maoïste n'était qu'un instrument. Cet instrument, ils n'étaient pas du tout des vrais communistes, machin, mais ils se réclamaient maoïstes parce que dans le discours c'était bien, puisque le MPLA se réclamait plutôt de Cuba et de l'Union soviétique. Mais l'Afrique du Sud soutenait l'UNITA, mais comme une armée, c'est-à-dire en lui donnant des tanks, des avions. L'UNITA est quasiment devenue une armée professionnelle. Alors que pour la Renamo, la résistance nationale du Mozambique, le groupe rebelle au Mozambique, c'était pas l'armée qui soutenait la Renamo, c'était les services secrets. Donc une aide beaucoup plus légère. Ce qui fait que d'ailleurs, l'UNITA, la rébellion en Angola, n'avait pas besoin de la population. Elle avait les diamants, le commerce international, la fraude des diamants pour avoir de l'argent. Elle était soutenue massivement par l'armée sud-africaine. Et donc, elle voulait encadrer la population. La population ne lui servait que pour recruter des soldats. Alors qu'au Mozambique, le soutien sud-africain est beaucoup plus faible pour la Renamo. La Renamo a besoin de s'implanter dans la population. Et elle va acquérir une base sociale beaucoup plus importante, et elle va réussir sa transformation en parti politique en 1994, alors que l'UNITA, en 1991, dans la tentative d'élection qui est en Angola, va rester un mouvement militaire. Les sièges de l'UNITA, ce n'étaient pas des sièges de parti, c'était des casernes, etc., et elle va faire peur à tout le monde. Et quant à la Guinée-Bissau, alors c'est une histoire triste, parce que la Guinée-Bissau, donc le pays où a combattu Amilcar Cabral, ce grand révolutionnaire africain, grand intellectuel, et là où la guérilla aurait pu vaincre vraiment les Portugais, prendre d'assaut la ville de Bissau, et les autres villes naturellement, de ce fait, les guérilleros et l'armée, qui surgit comme une armée donc, professionnelle à l'indépendance, entre donc, 1973 et la reconnaissance par le Portugal en novembre 1974, l'armée est disproportionnée par rapport à la taille du pays.
c'est la Guinée-Bissau dans toute l'Afrique occidentale, je dirais pas dans toute l'Afrique, mais dans toute l'Afrique occidentale, le ratio nombre de soldats par rapport à chaque habitant est le plus fort en Guinée-Bissau. Et en même temps, pour des populations qui ont été fortement mobilisées dans la guerre de libération, comme les populations balantes du sud et aussi du nord, les balantes sont aussi dans le nord, sur les migrations, qui sont des populations riziculteurs très, très marginalisées. Pour beaucoup de jeunes garçons, l'armée, c'est le moyen de trouver un emploi. Et il faut que l'armée recrute. Et dans cette armée, c'est pire qu'une armée mexicaine. Hein. Il y a plus d'officiers que de soldats. Donc, et ce qui fait que l'armée va réellement être un facteur de trouble politique en Guinée-Bissau, et l'est toujours aujourd'hui. D'abord, toutes les tentatives de réforme pour diminuer le nombre de militaires ont provoqué des coups d'État. Ensuite, l'armée s'est profondément trouvée compromise avec le trafic international de drogue. Bon, la Guinée-Bissau est vraiment devenue un narco-État pendant un certain temps. Ça a un peu diminué maintenant, mais le problème n'est pas entièrement résolu. Et c'est un pays où il n'y a pas eu de vraie guerre civile, sauf en 1988, mais purement urbaine à Bissau. Mais c'est un pays qui n'a encore jamais eu sa stabilité politique. Donc celui qui apparaît comme le modèle,